De même qu'on a pu proclamer la mort du héros, sa disparition ou sa métamorphose, on a pu aussi proclamer la fin des utopies, considérer que les utopies sont réalisables, il s'agit désormais de savoir comment les empêcher d'advenir. C'est-à-dire que l'utopie a pu être considérée comme un idéal dont la réalisation était le pire cauchemar. C'est évidemment le XXe siècle qui emporte l'expression, c'est-à-dire le siècle des totalitarismes, aussi le siècle du cinéma et le siècle de mille autres inventions merveilleuses, mais un siècle de catastrophes et d'horreur, le siècle des extrêmes, comme l'appelle l'historien britannique Hobsbawm, extrême y compris dans cette dimension de cauchemar. Et on a pu, à juste titre, attribuer à des utopies devenues prétendument réalité cette dimension horrible. Donc, les utopies sont-elles toutes dangereuses lorsqu'elles deviennent réalité? Faut-il voir là, non pas forcément la définition de l'utopie, mais autre chose? C'est d'abord un premier point que je voudrais voir avec vous. La différence entre utopie et idéologie. L'idéologie, comme l'a défini le philosophe Hannah Arendt, est la logique d'une idée. C'est-à-dire le fait de prendre une idée et de la poursuivre dans toutes ses conséquences, y compris les plus radicales, les plus apparemment folles, les plus contraires à la réalité. Donc cette idéologie qui caractérise, selon Hannah Arendt, le système totalitaire, une idéologie qui est poussée jusqu'à bout, on voit dans le nazisme, le fascisme et le stalinisme, eh bien, c'est effectivement une manière pour l'idéal de s'imposer avec toute sa violence et toute sa folie à un réel qu'elle prétend non seulement nier, mais détruire et transformer. Voilà ce siècle des idéologies, ce XXe siècle, qui a pu faire dire que les utopies étaient condamnables, étaient dangereuses. Un titre d'un ouvrage est La pureté dangereuse, donc un danger. Et donc, on s'est hâté de proclamer la fin des idéologies, la mort des idéologies. La question que je vous pose, c'est n'a-t-on pas, en même temps que l'utopie, enterrer l'avenir? L'homme peut-il vivre sans utopie, sans capacité de projection, d'idéal? Et donc, en voulant enterrer le passé, n'a-t-on pas, avec lui, enterré cette possibilité d'un horizon, cette possibilité d'une projection collective, d'un destin commun? Alors, c'est précisément pour cela que nous allons, cette saison, effectuer une forme d'examen des différentes formes d'idéologie, des formes d'utopie, et à partir de certaines de ces notions, certains enjeux, voir comment serait imaginable un monde d'après. Un monde qui, sur cette fin de l'histoire proclamée, on s'aperçoit que l'histoire qui avait été oubliée revient avec force, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas, de ces différentes utopies, dont l'histoire remonte parfois à loin, est-ce qu'on ne peut pas tirer, peut-être, quelques germes d'horizon et d'avenir? Utopie, idéologie, et donc danger des idéologies. Il y a une question dans le conte de Voltaire célèbre Candide que pose un personnage à propos de l'optimisme. Vous savez que le sous-titre de Candide, c'est Candide l'optimisme. Et un personnage demande qu'est-ce qu'optimisme, comme s'il s'agissait d'une personne. Eh bien, on pourrait se demander qu'est-ce qu'utopie? Qu'est-ce que ce mot utopie? Que signifie-t-il? Que signifie-t-il au-delà de ces préventions que, en particulier, la littérature du XXe siècle nous a montré? Je pense par exemple au Meilleur des mondes, évidemment, d'Aldous Huxley, qui montre un univers stratifié complètement en différentes catégories, en humains sélectionnés depuis la naissance. On en reparlera quand on parlera de l'utopie de la pureté, bien sûr. Je pense évidemment à 1984, le roman écrit en 1948, donc la date ayant été inversée, qui montre comment le système totalitaire se développe, avec cette figure de Big Brother qui est évidemment un écho au petit père des peuples Staline, et donc un monde complètement dominé par la surveillance et par l'aliénation. Cette littérature totalitaire-là, qu'elle soit littérature documentaire ou fictionnelle, qui a donc sonné comme des mises en garde, eh bien, essayons d'en remonter à la source, ou plutôt essayons de la prendre à revers et d'aller aux origines. Alors, origine, utopie, eh bien, utopie,
vous le savez certainement, a une double étymologie. La première étymologie d'utopie, c'est celle bien connue de en grec signifie bien, bon, comme euphorique. Et donc, l'utopie est le lieu bon. Autrement dit, le lieu idéal. C'est l'acception courante de l'utopie. Mais il y a une autre étymologie possible, qui est extrêmement intéressante. C'est privatif, c'est-à-dire utopie, autrement dit le non-lieu. C'est-à-dire que le lieu idéal est en même temps un non-lieu. Vous pourrez me dire qu'effectivement, par définition, l'idéal est ce qui ne peut pas avoir de réalité complète en tout cas, et qui peut-être même, et c'est peut-être là déjà une forme de mise en garde, est destiné à ne rester qu'un lieu idéal, parce que sa réalisation serait dangereuse. Donc là, on verrait confirmer ce spectre totalitaire de l'utopie. Alors, oui, mais il y a autre chose qui se joue là-dedans. C'est-à-dire que dans ce lieu idéal, qui en même temps n'existe pas, eh bien, il y a une dimension statique qui peut-être serait contraire à la vie même. Toujours dans Candide. Lorsque, au milieu du roman, Voltaire, qui a promené son personnage à travers le monde entier, à travers toutes les catastrophes du siècle, la guerre, l'esclavage, etc., au milieu du roman, Candide arrive dans un pays appelé Eldorado, le pays de l'or. Et ce pays est un pays idéal. Les cailloux sont de l'or, il n'y a pas de hiérarchie, tout est apparemment parfait. Et sauf que, au bout de quelques pages, Voltaire écrit « Candide trouva qu'on y était un peu trop heureux. Un peu trop heureux. » Et donc, Candide repart. Comme si l'utopie était un lieu, si vous voulez, où il n'était pas possible de vivre, parce qu'il n'existe pas, et parce que, précisément, c'est un lieu qui consiste en un tableau figé, arrêté, parce que la vie est mouvement, la vie est changement, et que la perfection, peut-il y avoir une perfection qui, en même temps, implique une transformation. Vous savez que pour Aristote, par exemple, les dieux sont parfaits parce qu'ils ne changent pas. Il y a une forme d'éternité qui caractérise la perfection. Changer, se transformer, eh bien, ça veut dire devenir autre, donc ça veut dire n'être pas parfait dans cette logique-là. Donc, l'utopie est un lieu où, par définition, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'action, puisque tout est parfait, puisque tout est en ordre. À partir de là, comment penser utopie et histoire en même temps? Si l'utopie est, si vous voulez, le tableau idéal d'une société où tout est organisé, ordonné, absolument classé, au point que justement la vie en devient dangereuse avec ses surprises, ses imprévus et son mouvement, comment penser l'utopie et la vie? Comment penser l'utopie et l'histoire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'utopie d'absolument pictural, comme un instantané, un tableau de bonheur qui serait comme ça intouchable? Hegel, le philosophe, écrit « Les peuples heureux n'ont pas d'histoire ». Et dans l'histoire de l'humanité, les moments de bonheur sont des pages blanches, comme s'il n'y avait rien à écrire. Comme si, c'est évidemment une thèse douloureuse à entendre, mais qu'on retrouve aussi chez Musset dans l'Orientatio, comme si, eh bien, les catastrophes seules étaient la marque d'une évolution. Comme si il fallait guerre, drame, et d'ailleurs ce n'est pas hasard si le terme de drame signifiait à la fois action et puis signifiait voilà, action problématique, comme si eh bien, le mouvement, le changement, la transformation passait par des crises tout simplement. Crise qui est aussi le terme qui signifie ce qui distingue, ce qui sépare et ce qui constitue un état où tout peut basculer, en bien ou en mal. Donc, comment penser l'utopie et la crise? Puisque les deux sont manifestement contradictoires. Comment penser l'utopie et l'histoire? Comment penser l'utopie comme autre chose qu'un cliché? C'est-à-dire une image arrêtée, dans laquelle on pourrait se projeter, mais dans laquelle il serait impossible de vivre. Alors, pour essayer de réfléchir à ce point, à ce problème de l'utopie, voyons certains des modèles, certains des moments de la pensée utopique. Évidemment, première étape obligée, Platon. La République de Platon décrit ce que serait une république idéale. Pour ce faire,
Platon part des besoins. Que faut-il à un être humain pour vivre? Eh bien, il lui faut d'abord se nourrir. Donc il faudra des gens qui produisent de la nourriture. Il faut s'habiller, il faudra donc des gens qui puissent fabriquer des habits, et ainsi de suite. Et ainsi, à partir des besoins, Platon construit sa République en satisfaisant ce qui est fondamental à la vie humaine. Et de là, il organise la vie de la cité, qui va répartir entre différentes fonctions fondamentales, les philosophes rois, les gardiens et puis les travailleurs. Donc, République construite comme un modèle. Et bien, cette démarche-là, qui consiste à, comme le dira Machiavel plus tard, peindre des républiques imaginaires, évidemment Machiavel qui va critiquer toute cette tradition idéale qui imagine des États, qui imagine des mondes parfaits, eh bien, ça commence par un tableau imaginaire. Eh bien, ce sont bien des tableaux qu'on va observer par la suite. Ainsi, par exemple, lorsque saint Augustin, dans la Cité de Dieu, dépeint les deux cités, la cité terrestre et puis la cité céleste, la cité terrestre est la cité de l'histoire, ce n'est pas le terme utilisé, mais en tout cas de la vie humaine, avec ses accidents, avec ses chutes, avec ses péchés, avec sa souffrance, et puis la cité céleste, l'autre monde, la Jérusalem céleste, et bien cet autre monde-là est le monde où tout est apaisé. On est finalement sorti du temps pour entrer dans une forme d'éternité. Comme s'il y a encore l'utopie échappée par nature au temps. Et donc, si elle échappe au temps, elle échappe au changement. Et donc, peut-être à la vie. Donc, on voit bien là que ces instantanés, j'ai parlé de clichés successifs, que ce soit dans un cadre de pensée grecque classique avec Platon, pensée évidemment idéaliste par définition, la pensée chrétienne avec Augustin, avec cette idée d'un autre monde du salut qui est un monde où on est sorti du temps, on n'est pas dans la vie humaine telle que nous pouvons l'expérimenter. Si on continue notre progression, après Platon et après Augustin, en sautant un peu quelque temps, eh bien, on arrive à celui qui est le penseur même de l'utopie, enfin, en tout cas l'inventeur du terme d'utopie, qui est Thomas More, philosophe dont le roman Utopia a été écrit au début du XVIe siècle, donc humaniste, et qui là nous présente et nous décrit une société absolument organisée, une société parfaite. Et comme on va le voir souvent, l'utopie est une île. De même que pour arriver à l'Eldorado, Candide passe par des torrents et sans savoir très bien comment il y arrive, on passe par l'eau comme s'il fallait passer de l'autre côté de la rive, on passe ailleurs, on arrive sur une île. Eh bien, c'est un monde clos, un monde en soi, fermé. Eh bien, cette utopie, More nous l'a décrit comme Thomas More, le philosophe anglais, nous l'a décrit comme parfaite, mais sans nous dire comment y accéder. En tout cas, comment passer de l'état réel à cet état utopique. Donc l'utopie est bien ce lieu d'un ordre parfait et d'un désir finalement assouvi. Ce qui fait que, quatrième étape, lorsque Rabelais écrit « Fais ce que voudra » dans sa fameuse abbaye de Thélème, c'est-à-dire lorsque, à la fin de son roman, il montre un lieu où on peut s'épanouir, eh bien c'est un lieu où on peut apprendre, se développer, savoir et être selon son bon plaisir. Et là, on est vraiment dans la fiction. Vous voyez que je suis passé de penseur politique ou religieux à l'univers purement romanesque. Cette dimension romanesque-là va créer toute une tradition de l'utopie. De l'utopie comme un genre. Et en fait, la fonction de l'utopie n'est pas seulement de décrire un monde idéal, mais bien de critiquer le nôtre. C'est en fait un envers. C'est le renversement de notre monde. Ou parfois même un ailleurs y échapper. Ainsi, par exemple, l'écrivain Jean de Léry, qui est un écrivain voyageur, un protestant qui a fui les guerres de religion, nous sommes au milieu du XVIe siècle en France, et il arrive au Brésil, il écrit un livre magnifique, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, et il rencontre des peuplades indiennes. Et il décrit, et c'est en fait l'ancêtre de l'ethnographie, si vous voulez, il décrit comment vivent ces peuples. Et il est décrit à la fois avec le regard du chrétien horrifié par certaines pratiques, par le paganisme, et en même temps avec une espèce de fascination qui lui fait dire que voilà le véritable Eldorado, ce n'est pas son terme, mais voilà le véritable paradis, voilà, si vous voulez, une sorte d'utopie naturelle, évidemment avec ce qui va devenir
cette idée que l'utopie n'est pas le monde d'au-delà ou d'après, mais le monde d'avant, c'est-à-dire l'âge d'or qui a été perdu. Un monde que nous avons corrompu, évidemment ce que dira Rousseau par la suite. L'utopie, c'était avant. Donc, ailleurs, il a fallu traverser l'océan et aller au Brésil et trouver ainsi un homme en parfaite osmose avec la nature. C'est ce qui caractérise ce monde que vous décrivez, c'est-à-dire un monde où l'homme vit complètement en accord avec la nature, où il est intégré, où il n'y a pas de rupture entre lui et le monde. Et par exemple, la seule manière qu'a le chef de se différencier des autres, c'est qu'on lui ouvre dans la forêt un passage. C'est-à-dire qu'on fait que son corps soit à l'aise dans la nature et qu'il puisse se déployer. Cette espèce d'état originel, quasiment, je n'ai pas parlé évidemment du paradis d'Adam et Ève, pas dans une utopie, là on est vraiment dans un récit fondateur religieux, mais bien sûr qu'il y a quand même ce référent-là, c'est-à-dire cette utopie du monde perdu, de l'état quasi fétal, enfin, si vous voulez, quasi premier, d'être dans le monde complètement et à l'abri et en harmonie. L'idée d'harmonie qu'on retrouvera, évidemment, parce qu'elle est fondamentale dans l'idée d'utopie. Donc, Platon, Augustin, Rabelais, Léry, si on continue ce rapide voyage des utopies, c'est vraiment pour explorer avec vous la notion, on voit que la fonction critique de l'utopie s'affirme de manière de plus en plus marquée, et notamment par l'idée d'un retournement. Ainsi, quand Cyrano de Bergerac, j'entends l'auteur, pas celui que Rostand va nous peindre dans sa pièce dont j'avais parlé l'an dernier, mais le vrai Cyrano, le libertin qui était à la fois effectivement bretteur, poète, etc., lorsqu'il écrit L'autre monde, sous-titre Les États et l'Empire de la Lune, cet autre monde où il va lui, puisqu'il raconte à la personne, cet autre monde, eh bien c'est un monde qui est l'envers de celui-ci, et qui en est la critique. La Lune est le reflet de notre monde dans toute sa dépravation. Comment penser l'utopie autrement que comme la critique du monde où nous sommes? Comment penser l'utopie comme un lieu idéal qui ne soit pas simplement l'expression de notre frustration? C'est pour ça que le modèle du retournement se retrouve assez fréquemment. Ainsi, un peu plus tard, quasiment un siècle plus tard, si vous prenez le texte, la pièce de Marivaux, L'île des esclaves, dans L'île des esclaves, il s'agit encore une fois d'une île, vous voyez, on y arrive non plus par les airs, par l'espace, mais on y arrive par l'eau. Cette île des esclaves, où échouent, puisqu'il s'agit d'un naufrage, deux personnages au début de la pièce, c'est une île où les esclaves deviennent des maîtres. C'est vrai que c'est une île, encore une fois, où on pense par inversion de la réalité, où les choses se renversent. Et si elles se renversent, c'est comme toujours, parce qu'elles affirment un même système. L'envers affirme l'endroit, et à la fin de l'île des esclaves, les maîtres qui sont devenus esclaves redeviennent des maîtres. C'est-à-dire que le système a été pérennisé, simplement, on l'a vu à l'envers. Donc ces tableaux, si vous voulez, qui sont des tableaux critiques, qui sont des tableaux idéaux, posent un certain regard qui procède par instantané, et procède surtout par idée de perfection ordonnée, où la vie ne va pas de soi. Si bien qu'il faut faire la différence non plus seulement entre idéologie et utopie, mais entre utopie et système. J'ai parlé de Platon, d'Augustin et de Thomas More. Parallèlement, si vous voulez, à la tradition romanesque évoquée, il y a évidemment toute la tradition philosophique qui va concevoir, non pas des mondes idéaux, mais des sociétés qui seraient des sociétés plus justes, voire parfaites. Thomas More avec l'utopie, oui. Mais après, et j'en prendrai simplement trois avec vous, il y a des modèles. Par exemple, lorsque Thomas Hobbes imagine une nouvelle forme de société qui garantirait la sécurité à chacun, il imagine ce qu'il appelle un monstre, le Léviathan, mais ce monstre-là permet à chacun de vivre à l'abri, de vivre sans être inquiété, puisqu'il crée un État qui va être protecteur de chacun. Il s'agit bien d'une projection. Alors, au moment où Hobbes écrit, c'est une aspiration, davantage qu'une utopie, mais ce modèle-là, ce modèle politique, va après, évidemment, être
une référence. Hobbes va être le grand référent de ceux qui vont invoquer la raison d'État et le fait que l'État doit faire prévaloir sa loi pour garantir la sécurité de tous par rapport à la liberté individuelle. Hobbes, deuxième penseur qui là, pour le coup, vraiment propose une forme d'utopie originelle, c'est évidemment Rousseau, que j'ai évoqué. Dans son discours sur l'origine de l'égalité, en 1755, Rousseau imagine, et lit, écartons tous les faits, car ce n'est pas là l'important, imaginons ce qu'a pu être l'homme originel. Et cet homme originel, il nous le dépeint heureux. Heureux, les besoins satisfaits, sans injustice, puisque l'objet de ce discours est vraiment de comprendre d'où vient la justice, d'où vient l'inégalité, et selon Rousseau, l'injustice provient de l'histoire. Car avant régnait une forme d'égalité naturelle, au sens où les inégalités naturelles n'étaient pas très importantes, il régnait une égalité entre les hommes, qui après, par la civilisation, a dégénéré. C'est-à-dire qu'elle a provoqué une forme d'injustice avec l'invention de la propriété, avec la richesse, etc. Et que les inégalités ont cessé d'accroître. Je vous signale que l'un des best-sellers actuels du capitalisme au XXe siècle est basé sur cette théorie que les inégalités n'ont fait que s'accroître et que Marx avait plus que raison. Donc on voit que cette thèse est ancienne, c'est-à-dire que le temps est un temps qui accroît l'inégalité, que finalement la faute en vient à l'histoire. C'est l'histoire qui creuse les fossés. Ce point de vue de Rousseau, qui est un point de vue résolument pessimiste, qui considère que le temps est dangereux, au sens où le temps, je l'ai dit, eh bien, accentue les différences, place donc l'utopie à un temps originel, assez difficile à dater, à partir duquel l'homme a déchu. Ce point de vue-là, c'est une pierre importante que je pose là, est évidemment à l'opposé de la pensée des Lumières en général, qui, elle, et c'est là qu'on va voir arriver déjà à l'idée d'histoire, va considérer que, dans son ensemble, le temps est un progrès. C'est-à-dire que, précisément, comme le dit Voltaire, eh bien, il existe une forme de paradis terrestre, et le paradis terrestre, comme il écrit dans son poème Le Mondain, le paradis terrestre est où je suis, c'est-à-dire non plus ailleurs, non plus au-delà, mais ici. Parce que ici est la pointe la plus avancée du temps, et que c'est ici, eh bien, on peut travailler à l'améliorer. C'est évidemment un point de vue opposé à Rousseau, c'est une réponse à Rousseau, et c'est aussi un rapport différent au temps. Et c'est là que je veux en venir, après cette réflexion sur la notion d'utopie, dans sa différence avec l'idéologie, dans son rapport à l'idéal et au tableau, disons à l'histoire, et ces différents instantanés d'utopie. C'est maintenant vraiment la question du rapport entre utopie et histoire, et utopie et temps, que je voudrais m'intéresser. Ce qui change évidemment par rapport à avant. Alors avant quoi? On va le voir. Là, on est au XVIIIe siècle. C'est une expérience historique fondamentale qui va transformer le rapport au temps. On peut dire que, pour partie, le temps a été considéré souvent comme une décadence. Vous prenez par exemple les grandes théogonies, les grands récits mythologiques. Il y avait un âge d'or, et puis cet âge d'or a pu donner un âge de fer, un âge de bronze, un âge d'airain, et ainsi avec des décadences successives, avec des étapes qui marquent des chutes. Si vous prenez par exemple la pensée romaine, en majorité, les anciens sont mieux que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Rome, si vous prenez les textes romains depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, vit son histoire comme une décadence. C'est la construction d'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité, mais alors qu'on est au milieu de la République romaine et qu'en pleine conquête, eh bien, les écrivains disent, regardez, auparavant il y avait une vertu républicaine, auparavant nous sommes en décadence, et ainsi, alors que l'Empire se déploie, il y a le sentiment d'une décadence qui va se poursuivre justement au moment où l'Empire va jouir de sa propre décadence. Donc ce modèle-là, si vous voulez, qui est l'un des modèles historiques que les historiens ont conçus, ont établi, c'est le modèle d'une naissance, d'un développement, d'une chute des empires, par les modèles, ou bien le modèle d'une
décadence à partir d'une sorte d'état pur qui n'aurait cessé de rétrograder. Donc soit un modèle, si vous voulez, d'ascension et de chute, soit un modèle de chute. Alors, ce qui change, en particulier avec la Renaissance qui va s'accentuer avec les Lumières, c'est cette idée que, dans le temps même de la vie, il y a la possibilité d'une évolution. Pas seulement l'évolution de l'âge, pas seulement le temps cyclique des saisons, mais une évolution qui peut aboutir à une forme de perfectionnement. Avec la Renaissance, c'est d'abord le perfectionnement de l'individu. Et c'est là le tour de passe-passe admirable de la pensée renaissante, c'est que, alors que on en avait déjà parlé, hein, quand on a parlé du modèle héroïque, je dis simplement cela ici, alors qu'auparavant, l'important était le salut, et donc pas cette vie terrestre qui n'était que passagère, eh bien, à partir du moment où l'homme devient une valeur, il est possible de le considérer, non pas à l'égal de Dieu, mais à l'image de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que on pouvait considérer que prendre l'homme comme valeur auparavant était criminel, parce que c'était de l'idolâtrie, qu'il fallait vénérer Dieu et non pas l'homme. À partir du moment où l'homme devient une valeur, parce qu'il est à l'image de Dieu, en développant l'homme, on sert Dieu. C'est ainsi qu'en fait, la pensée humaniste arrive à la fois à rester dans cette tradition chrétienne de se référer à Dieu, et en même temps, elle est dans un perfectionnement de l'individu. Ce que vous avez avec Léonard de Vinci, ce que vous avez avec les pensées d'Erasme, c'est-à-dire une pensée finalement optimiste d'un développement, et non plus la pensée du péché qui est une pensée sombre, c'est-à-dire l'homme n'est pécheur, il doit passer sa vie à se racheter afin de mériter le salut dans notre monde. Bien. Alors, évidemment, ce salut est une promesse, évidemment, il y a un optimisme en ce sens-là dans le message chrétien. Mais il n'empêche que c'est dans cette vie-là, avec la pensée humaniste, que déjà l'amélioration est possible et qu'il est possible de devenir, alors, non pas à l'égal de Dieu, encore une fois, mais de devenir le reflet de Dieu. Et c'est ce que vous avez dans les tableaux de Michel-Ange, de Léonard, avec ses regards en face de vous, c'est-à-dire avec non plus ces saints qui regardent en haut ou en bas, mais quelqu'un qui vous regarde, puisque vous êtes mis en perspective avec ces figures. Et donc, à partir de là, eh bien, ce développement de l'individu va se poursuivre, il va se déployer avec l'idée de la raison, l'âge classique, l'optimisme cartésien, une raison, on va le retrouver dans l'utopie de la science, bien sûr. La raison peut comprendre le monde et même le dominer, le maîtriser. Et puis, et là on rejoint à nouveau les Lumières, avec cette idée fondamentale du progrès. Le progrès, qui n'est plus un temps de déclin, de décadence, qui n'est plus un temps cyclique où on revient au point originel comme des saisons, qui n'est plus un temps comme dans une certaine forme de pensée chinoise où on passe du chaos à l'ordre et de l'ordre au chaos, donc un temps en balancier si vous voulez, mais un temps qui avance, et où, comme le dit le mot même de progrès, un pas fait aller plus loin que l'autre. Progradé, d'accord? Vous allez, un pas va faire monter plus haut que le précédent. Cette avancée-là, d'un temps qui n'est pas simplement le temps, mais qui est une qualité différente, eh bien, c'est une expérience, évidemment, c'est d'abord une conception et une expérience qui est commune, à part Rousseau, à l'essentiel des Lumières, les Lumières sont plurielles, et à partir de là, les systèmes, que ce soit l'esprit des lois de Montesquieu, j'ai parlé de Voltaire, que ce soit Locke, enfin les penseurs politiques, si vous voulez, des Lumières, qui vont imaginer de nouveaux systèmes des républiques, vont les projeter, et en même temps qu'ils y réfléchissent, eh bien, comme le dit l'historien Tocqueville, eh bien, ils vont critiquer leur société de plus en plus. Si bien qu'on en arrive au moment critique, qui est le moment de la Révolution française. La Révolution française, c'est le moment où l'idée se réalise dans l'histoire. C'est-à-dire ce siècle de philosophie, de théorie, de système, ce siècle d'élaboration, eh bien, à un moment donné, parce qu'il y a tout un ensemble de faisceaux, de raisons qu'on ne va pas évidemment évoquer ici, mais des raisons qui font que, désormais,
il est possible d'expérimenter, de mettre en œuvre ces idées. Évidemment, il y a eu 15 ans auparavant la Révolution américaine, qui, plus qu'une révolution, est une forme d'indépendance. Donc, la différence est grande, même si les deux révolutions sont essentielles, au sens où les deux révolutions sont universalistes. La Révolution américaine, c'est une colonie qui se sépare d'un royaume et qui va devenir progressivement une république, avec une constitution. Donc, le modèle américain est un modèle où on se libère d'un passé d'esclave, d'asservissement, c'est comme ça que la guerre d'indépendance commence, et on se libère d'un étranger, enfin c'est considéré comme un étranger désormais de l'autre côté des mers, et donc on affirme une forme de liberté. C'est une forme de libération et d'émancipation, c'est l'un des mythes des États-Unis, un mythe fondateur, ce qui fait que les États-Unis ont beaucoup de mal à se considérer comme impérialistes, puisqu'ils sont par nature des émancipés. Symétriquement, en France, vous avez la fin de l'Ancien Régime, qui était nommé à partir de là, évidemment par rupture, l'Ancien Régime, pour passer à autre chose. Autre chose quoi? Eh bien, c'est cette révolution à la française qui, pendant 2 siècles, au moins, va constituer une référence, parce qu'elle marque, comme le dit Hegel, une rupture absolue dans l'histoire. Rupture absolue parce que l'idée s'incarne, non pas de façon, pragmatique seulement, évidemment, même s'il y a le feu de l'action, mais elle s'incarne à partir de tout ce terreau philosophique, si vous voulez, et Rousseau, vous le savez sans doute, était la lecture essentielle de Robespierre. Les écrits de Danton sont complètement infusés, et c'est ses propos, de toute la pensée philosophique du siècle précédent, etc. Donc, il s'agit là, si vous voulez, il suffit de lire leur discours et de lire les minutes, il s'agit là d'une pensée mise en œuvre. C'est ce que le philosophe dit Hegel. Hegel dit, lorsque, parlant de Napoléon, il dit Napoléon continue la Révolution française, parce que Napoléon veut exporter la Révolution française en Europe. C'est évidemment un des paradoxes de Napoléon, parce que d'un côté, c'est un empire qui va dominer l'Europe, et de l'autre, il va effectivement libérer certains peuples et apporter une parole de la Révolution, apporter aussi des institutions. Donc c'est toute l'ambivalence de Napoléon. Mais peu importe, Napoléon conçu comme la continuation de la Révolution française en un sens, Hegel dit, c'est l'esprit qui s'incarne, et c'est l'esprit qui s'incarne dans un homme et dans un peuple à un moment donné, pour marquer un progrès et une libération progressive de l'humanité. Et que la pensée du philosophe Hegel, qui vraiment s'appuie en partie sur la Révolution française, est une pensée qui est essentielle pour comprendre ce rapport à l'histoire qui a longtemps dominé, c'est-à-dire une histoire qui fonctionne par paliers successifs. Une histoire qui marque des avancées. Nous avons été dans cette idée, mais cette idée a été neuve. Les peuples n'ont pas toujours pensé que l'histoire marchait par progrès, que des étapes se suivaient. C'est une construction. Et ainsi, Hegel dit que chaque moment de l'histoire a marqué un progrès de l'esprit humain et une forme de libération successive. Il dit par exemple, au temps despotique, là il pense par exemple à l'Égypte, un seul homme était libre. Au temps chevaleresque, quelques hommes étaient libres. Autant, ça dépend du moment où vous vous placez. Quelques hommes étaient libres, ça peut être Athènes par exemple. Voilà. Les hommes libres, vous savez que les esclaves composaient 82% de la population d'Athènes, 92%. Et puis, dans les temps actuels, considère Hegel, tous les hommes deviennent libres. Donc il y a un progrès de la libération, il y a un progrès de la raison, puisque pour Hegel, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la raison, et que cette raison, eh bien, avance, et que plus l'homme avance, plus le temps avance plutôt, plus la raison s'impose, et plus le monde devient rationnel. Ou la fameuse phrase, tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Ça veut dire qu'en fait, le monde devient de plus en plus rationnel, de plus en plus accessible à la raison, de plus en plus compréhensible, de plus en plus pétri de raison. Et donc cette pensée absolument optimiste fait que l'histoire est un progrès qui fonctionne par saut, et l'esprit, comme le dit Hegel, souffle où il veut, il souffle sur un peuple, et puis sur un autre, et à un moment, il a soufflé sur la France avec cette révolution qui
évidemment, se veut universelle. C'est-à-dire qu'elle a une portée qui est une portée qui dépasse son propre cadre. C'est ce que disent les révolutionnaires quand ils proclament ce qu'est la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, elle a une portée universelle, évidemment. Et c'est tout le danger qui est bien pressenti et bien... On peut dire même plus que pressenti, qui est absolument contré par tous les princes d'Europe, parce que le danger est la contagion de cet esprit révolutionnaire. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette expérience historique-là, on entre dans un autre temps, dans un autre rapport au temps, qui va être un temps de la révolution. Révolution, vous le savez, ce terme a deux sens, au moins. À l'origine, le sens astronomique, c'est le fait de revenir au même point. Deuxième sens, c'est le sens d'une transformation radicale d'un système. Donc, je m'en avais parlé quand j'avais parlé d'orientation, une révolution peut signifier à la fois le fait de revenir à son point de départ, pour un astre, ou bien, une planète plutôt, ou bien le fait de complètement soit inverser un système, soit passer d'un système à un autre. Autrement dit, une révolution est un court-circuit dans le temps, au sens où vous passez d'un état à un autre, une sorte de saut qualitatif, de transformation radicale. C'est pour cela que la révolution est le grand mythe qui va vivre pendant 2 siècles, la grande utopie, si vous voulez, c'est-à-dire une espèce de graal de l'histoire, une sorte de transformation absolue qui permettrait de régler tout. Et cette révolution-là est devenue un modèle, un horizon absolu à atteindre. Pas seulement au plan politique, d'ailleurs, puisque si vous prenez l'histoire du 19e et 20e siècle, on peut considérer qu'il y a un cycle français de la Révolution, qui va de la Révolution française de 1789 jusqu'à la Commune de Paris, on peut dire même jusqu'au début de la Troisième République, pendant un siècle, jusqu'en 1871, avec les 4 révolutions du XIXe siècle, 1789, 1830, 1848 et 1871, donc 3 moments au XIXe siècle, qui aboutissent certes à un écrasement avec la Commune de Paris, donc un écrasement complet d'une révolution, parisienne, prolétarienne, etc., qui essaie d'être un soulèvement qui n'est pas suivi, et c'est la première fois qu'une révolution parisienne n'est pas suivie par la province, à la différence de 89, 1930 et 48. Donc à la fois, comme le dit Marx, c'est un crépuscule, c'est-à-dire que c'est une révolution qui marque un échec d'un mouvement, mais en même temps, c'est une aurore, puisque c'est ce qui va permettre, d'abord en France, l'avènement de la République, parce que certes, la République a écrasé la Commune, mais après, il ne sera plus question de revenir à la monarchie, au bout de 10-20 ans, ça prend du temps, mais après cette dernière révolution, la République s'installe en France. Donc enfin, la Révolution a mis un siècle à s'installer, mais elle demeurera, à l'exception de l'occupation. Mais après, la République changera de forme, mais elle ne sera plus remise en cause comme régime, hormis ce temps de la guerre. Donc ça, c'est au niveau français. Mais au niveau mondial, la Révolution, non plus seulement à l'échelle européenne, comme ça peut être le cas en 1848 avec des volontés révolutionnaires en Grèce, en Pologne, etc. Mais au niveau mondial, eh bien, la Révolution devient une référence. Et évidemment, c'est le 2e cycle, le cycle russe, là, qui s'ouvre en 1917, qui va durer pendant près d'1 siècle, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, où la Révolution est désormais un nom et une patrie, quelle que soit la réalité derrière. Je parle là du mythe, le mythe du pays de la Révolution, qui va s'exporter dans le monde. D'abord en Europe, puis en Chine, en Europe de l'Est ensuite, en Chine, en Amérique latine, avec toutes les tentatives, évidemment je pense à Cuba, mais je pense aussi à Che Guevara partant en Amérique latine pour construire des focos, c'est-à-dire des foyers révolutionnaires, évidemment en Afrique. C'est-à-dire que cette idée de révolution, pendant 2 siècles, si vous voulez, a été un mythe absolu. Je parle de mythe au sens où les hommes qui ont cru sont morts pour elle, pour cette idée, et ont bâti des systèmes qui reposaient sur cette idée de révolution. Après, le sens de cette révolution, son interprétation, c'est ce que nous verrons lorsque nous examinerons certaines de ces utopies, mais n'en demeure pas moins que le point commun, c'est que ces utopies ont pensé que la révolution était un moyen de faire advenir dans l'histoire une réalité d'idéal. Et il est donc absolument, si vous voulez, essentiel de comprendre que
jusqu'aux Lumières, il y a des modèles utopiques, philosophiques, religieux, romanesques, et qu'avec l'expérience de la Révolution américaine et surtout française, avec les deux révolutions, eh bien, il semble que désormais l'utopie peut devenir réelle. Il y a une phrase comme ça, d'ailleurs de Goebbels, on parlera lorsqu'on parlera des utopies de la pureté, qui, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, dit « c'est comme dans un rêve ». Si le rêve devenait réalité. Évidemment, ce rêve sera cauchemar, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme absolu, si vous voulez, qui va pouvoir devenir réel dans l'histoire, d'où évidemment ce danger par lequel j'ai commencé, en tout cas ce que ça nous représentait, mais du côté positif, c'est en même temps cet idéal-là, cet horizon-là, qui a produit les 2 siècles d'histoire dont nous sommes les fruits. Donc, compliqué comme toujours, de à la fois complètement rejeter cette idée d'utopie qui a été si motrice, en même temps tout aussi difficile de l'accepter sans la critiquer. Donc, utopie de l'histoire, utopie dans l'histoire et grâce à l'histoire d'une certaine manière, en devenant des réalités à travers ce projet mondial, si vous voulez, ces projets d'ailleurs, il y a des formes très différentes sur 2 siècles, nous allons le voir, et en tout cas, pas seulement d'ailleurs au plan politique, ça c'est très important. Évidemment qu'il y a d'abord une dimension, un socle économique et technique. Ce sont les révolutions industrielles, là aussi révolutions, nommées comme telles, parce qu'elles constituent des sauts énergétiques, c'est-à-dire la vapeur, l'électricité, le nucléaire, c'est-à-dire qu'avec cette révolution-là technique, eh bien, vous changez de temps. Au Moyen-Âge, il fallait 3 semaines pour aller de Paris à Avignon, aujourd'hui il faut 3 heures. Voilà ce que c'est qu'une révolution dans le temps, si vous voulez. Donc évidemment, cette accélération du temps, cette vitesse, alors que vous prenez le temps au XIIe siècle pour marcher d'un point à un autre, ou au XVe siècle, à vrai dire, le temps n'a pas beaucoup, enfin le rapport au temps n'a pas beaucoup changé. Il a changé avec la Renaissance après. Mais évidemment, pendant ces 2 siècles-là, et ça c'est très important, ce rapport à l'utopie, ce rapport à l'idée qu'on peut faire advenir l'utopie, parce que le temps s'accélère. Puisque le temps s'accélère, et puisque les échanges s'accélèrent, puisque le capitalisme se développe et qu'il semble faire accéder à tous les désirs, etc. Et bien tout cela fait qu'on a un sentiment, parce que le temps technologique, le temps économique, etc., va de plus en plus vite, on a l'impression que l'histoire avance. Et c'est là que Kant, le philosophe, fait une distinction assez drastique. Quant à cette formule, dans ses opuscules sur l'histoire, certes, nous sommes de plus en plus cultivés, ce n'est pas pour ça que nous sommes de plus en plus civilisés. C'est-à-dire la distinction entre un progrès qui est un progrès justement du savoir, de la technique, et un progrès qui serait un progrès essentiel, moral, si vous voulez, un progrès qui serait un progrès pas simplement quantitatif, mais qualitatif. Donc, il y a certes un sentiment d'une histoire qui avance, porté par ce temps économique et technique, par cette accélération. Si vous regardez les découvertes en 2 siècles, elles vont de plus en plus vite, elles sont de plus en plus massives. Et évidemment, cela joue dans le sentiment que l'utopie n'est qu'une affaire de temps avant de pouvoir s'incarner. Donc il y a cette idée-là, une révolution du temps technique même. Cette idée de révolution n'est pas seulement un modèle politique et une réalité économique et technique, elle est aussi un projet, pourrais-je dire, et un horizon quasiment mystique. Je pense évidemment ici à Victor Hugo, qui dit que pour lui le romantisme est la révolution en art. Lorsqu'il dit, j'ai pris le dictionnaire et je lui ai mis un bonnet rouge, le bonnet rouge de la Révolution, lorsque il raconte en 1793 cette révolution dramatique et qu'il en montre en même temps la portée, lorsqu'il imagine les États-Unis d'Europe, lorsqu'il projette, si vous voulez, un avenir, eh bien, il y a une dimension absolument messianique chez Hugo, c'est-à-dire vraiment cette idée que l'avenir sera idéal. Dans un texte que j'avais cité quand j'ai parlé de Musset, qui est Le droit et la loi, donc préface à ses discours politiques, Hugo dit « Un jour, nous allons abolir la différence entre la loi, c'est-à-dire les lois
pragmatique, réel, et puis le droit, c'est-à-dire la justice, autrement dit l'idéal. Ce que nous dit Hugo, c'est que l'utopie ne sera pas simplement un horizon asymptotique, toujours loin, et auquel on n'arrivera jamais un jour peut-être, comme le dit dans les générations futures, comme le disaient les communistes, c'est-à-dire nous sommes une génération sacrifiée, mais un jour les générations ultérieures y arriveront. Cette pensée-là qu'un jour, eh bien, l'utopie sera accessible, est présente non seulement sur le plan politique, mais sur le plan, j'allais dire, essentiel, mystique, et vraiment ce que Hugo nous exprime dans cette espèce d'aspect visionnaire, c'est cette idée que la révolution, et donc le rapport à une histoire qui est une histoire radicale, embrasse l'ensemble des domaines de la vie. Toute la vie. Et avec, évidemment, l'artiste, le poète, comme celui qui est son chantre, celui qui porte cette voix révolutionnaire, parce qu'il l'exprime, qu'il la donne à voir, qu'il est visionnaire, il est celui qui voit. Ainsi, dans le domaine artistique, eh bien, les avant-gardes, pendant 2 siècles, vous prenez le romantisme, l'impressionnisme, ensuite, après l'expressionnisme avant et après la Première Guerre mondiale, le surréalisme évidemment, ont procédé par rupture et par rupture en disant nous sommes une révolution esthétique, artistique, et notre manière de voir est radicalement neuve, ce qui est vrai. À partir du moment où la photographie est inventée, l'impressionnisme invente un nouveau regard sur le monde, c'est vrai. C'est vrai que l'expressionnisme exprime une vision radicalement désaxée, décalée. Donc il y a cette manière de voir, et cette manière de voir, si vous voulez, eh bien, elle procède par rupture. Et par rupture qui fait qu'on a le sentiment que l'histoire elle-même est une suite de révolutions, et que ces révolutions successives permettent d'aboutir, par grands sauts, si vous voulez, à cet avenir mythique. Ce que j'essaie de dire là, c'est que ce qui, vous voyez qu'on a vraiment fait un basculement complet, ce qui apparaissait comme un tableau où, en gros, l'ordre règne sans mouvement, sans trop de mouvement, voire au risque d'un ennui, avec une forme statique d'organisation bien dépeinte, un tableau, est devenu, à la faveur de ces pensées, de ces événements, un mouvement en acte dans l'histoire. C'est-à-dire un mouvement qui est en train de, avec le sentiment de se réaliser. Les surréalistes disaient « changer la vie, transformer le monde », pour nous, ces deux mots n'en font qu'un. Changer la vie, c'était Rimbaud, transformer le monde, c'est Marx. Donc les surréalistes, voilà, nous voulons à la fois Rimbaud et Marx, la révolution poétique et la révolution politique. Donc il y a bien là, si vous voulez, un projet utopique absolument, d'une révolution totale, et que par exemple, les surréalistes ont porté, mais beaucoup d'autres avec eux. Donc, voilà, si vous voulez, comment l'utopie a fait son chemin dans l'histoire, c'est-à-dire comment elle a prétendu s'incarner à certains moments, comment elle a surtout constitué un horizon qui n'était plus, si vous voulez, ce cliché lointain, mais une possibilité dont il fallait précipiter la réalisation. À partir de là, il faut, comme le disait à mon avis, le disait Michel Foucault, le philosophe, revenir à ce 19e siècle dont nous ne sommes pas tout à fait sortis à certains égards. Parce que ce 19e siècle est finalement une matrice d'où sont sortis les 5 types d'utopie que nous allons ensemble évoquer cette saison. Et c'est, après avoir évoqué la question de l'enjeu de l'utopie et puis le rapport entre utopie et histoire, c'est ce dernier point, c'est-à-dire cette généalogie des utopies et donc la possibilité de leur avenir, que je voudrais évoquer avec vous comme une forme de panorama rapide sur ce que nous allons évoquer les prochaines fois. La première utopie, c'est évidemment l'utopie de la liberté. Pourquoi évidemment? Parce que elle est ancienne comme la des nations, c'est-à-dire elle est aussi ancienne que l'histoire humaine, elle est aussi ancienne que l'esclavage, et comme Shakespeare le raconte dans La Tempête, le rêve de Caliban, qui est l'esclave du magicien, c'est d'arriver à se libérer. Et lorsque Aimé Césaire va écrire une tempête, c'est-à-dire il reprend la tempête en montrant cette fois-ci non plus comment
le colonisateur opprime le colonisé, mais comment le colonisé va essayer de se libérer du colonisateur. Donc, dans un renversement. Donc cette idée-là, si vous voulez, remonte à l'origine des temps. Je la fais partir simplement de Spartacus, c'est-à-dire de cet esclave qui lance une révolte, et qui va durer 2 ans avant que les 60 000 esclaves soient crucifiés sur la voie romaine, mais qui a quand même duré 2 ans, et qui est cette idée d'une libération, d'un affranchissement, d'une forme d'aliénation, qui est d'ailleurs totale, puisque vous savez que l'esclave, dans le monde antique, n'est même pas propriétaire de son corps. C'est-à-dire qu'un maître peut tuer, violer, frapper son esclave, il n'est qu'une chose, un esclave. Donc là, à partir de ce modèle-là, l'idée de la libération, c'est simplement, si j'ose dire, le fait de devenir un sujet, au sens de quelqu'un maître de sa vie et de soi, accéder à une forme d'autonomie. À partir de cette aspiration, évidemment légitime, se déploient plusieurs branches. Il est important d'en voir les cousinages. Évidemment, la valeur centrale, c'est le sujet ou l'individu. L'individu à libérer de l'aliénation. À partir de là, il y a une première veine qui va poursuivre l'idée de Spartacus, qu'on va retrouver chez les anarchistes. On va retrouver au XIXe siècle chez Bakounine, par exemple, qu'on va retrouver chez Proudhon, chez les anarchistes, c'est-à-dire le fait de ne pas supporter la moindre institution parce qu'elle est une forme d'aliénation. Dieu ni maître. C'est le message anarchiste qui fait qu'il faut attaquer l'État, il faut attaquer la police, il faut attaquer l'Église, il faut attaquer tout ce qui opprime. Et cette tendance-là, on la retrouve, d'accord, cette tendance anarchiste ou anarchisante, on la retrouve par exemple jusqu'à Charlie Hebdo. Puisque le fait d'attaquer les églises, c'est attaquer une forme de tutelle qui peut arriver jusqu'à l'embrigadement et jusqu'à l'aliénation, voire jusqu'au lavage de cerveau, on l'a vu. Donc ça, c'est une forme de volonté de libération radicale, anarchiste, libertaire, avec la liberté comme valeur. Il y a un autre courant, qui est un courant voisin, qui lui aussi repose sur la liberté, et qui est le courant libéral, le libéralisme. Donc, libéral et non pas libertaire, avec l'idée que, effectivement, les libertés fondamentales sont à préserver, liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de croyance, que toutes ces libertés doivent être protégées, et que la liberté de l'individu prime sur le reste. Ce courant libéral, qui se développe en particulier au moment des Lumières, avec Locke, qu'on va retrouver avec Condorcet, avec Tocqueville, enfin, on va retrouver jusqu'à nos jours avec Raymond, ce courant libéral politique, si vous voulez, eh bien, il est l'héritier de cette idée spartakiste que la liberté doit être préservée, que l'individu doit être défendu. Mais, et c'est là que les choses se compliquent, le libéralisme, comme vous le savez, est évidemment aussi, et c'est d'ailleurs maintenant d'abord comme ça qu'il est compris, le courant économique qui fait qu'il faut que l'individu puisse exercer son activité économique avec le moins de contraintes possible. Autrement dit, le libéralisme, c'est la pensée qui justifie le capitalisme, c'est-à-dire qui justifie le fait que l'individu est en fait acteur économique et que c'est son intérêt, et ses propres intérêts, et la propre logique marchande qui doit s'imposer avec le moins, encore une fois, de cadre possible, donc à l'opposé d'une réglementation. Bref, vous voyez qu'entre anarchisme, libéralisme politique et libéralisme économique, il y a à la fois un point commun qui est le primat de l'individu et de ses libertés, et en même temps de grandes différences, puisque les anarchistes vont dire que le libéralisme économique est une forme d'aliénation, et que par contre les libéraux vont dire qu'il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique. Donc tout ça est bien compliqué. Ce sera l'objet de notre prochaine séance consacrée à cette utopie de la liberté. Et nous irons de là jusqu'à Matrix, c'est-à-dire cette idée que nous sommes tous aliénés, et comment sortir de cette aliénation, comment se débrancher et arriver à trouver une forme de liberté en passant sur un autre plan, avec évidemment une lecture initiatique possible de Matrix. Deuxième utopie, les utopies de l'harmonie, pourrait-on dire. J'aurais pu dire de l'égalité, mais ça aurait été, à mon avis, trop réducteur, puisque
l'égalité est une des formes possibles d'organisation sociale. Vous pouvez très bien avoir une organisation sociale qui est basée sur l'égalité. Le meilleur des mondes, par exemple, repose sur l'idée que vous avez 5 groupes et qu'il y a les alpha qui sont au sommet, il y a les epsilon qui sont en bas, et le système est censé fonctionner très bien, jusqu'à ce qu'évidemment il y ait un rouage. Donc l'idée de l'harmonie, c'est l'idée qu'il va y avoir un ordre et que cet ordre repose sur eh bien, des équilibres et des compensations, des fonctions, des répartitions. Évidemment, cette pensée de l'harmonie est au cœur du socialisme, avec l'idée des socialistes d'ailleurs, avec l'idée d'égalité, c'est-à-dire que pour le coup, l'harmonie repose sur une égalité des droits, voire une égalité des moyens, puisqu'il y a égalité des besoins. En tout cas, ça dépend des systèmes, ça dépend des pensées, mais on verra comment cette pensée eh bien, a trouvé différentes formes d'expression, et qu'évidemment, c'est l'un des foyers utopiques les plus féconds que ces systèmes, ces pensées socialistes et ces pensées de l'harmonie. Que fait-on dans un tel système lorsqu'un désordre survient? Comment est-ce qu'on traite ceux qui n'en sont pas dans l'harmonie? Troisième type d'utopie, les utopies de la pureté, que j'ai fait commencer, on aurait pu commencer encore avant, mais à Torquemada, le grand inquisiteur, qui au nom de la pureté du sang chassait les hérétiques, juifs, morts, musulmans, etc. Lorsque, par exemple, la conquête des Amériques a lieu, c'est au même nom de pureté que sont massacrés des millions d'Indiens, qu'on va retrouver sous une autre forme dans le nazisme, avec cette idée de la pureté de la race, les races supérieures et les races inférieures, et aujourd'hui, sous une autre forme, bien sûr, mais quand même avec un certain nombre de points communs, dans l'idée qu'il faut classer en fonction de la naissance, en fonction des gènes, de l'eugénisme. Et donc on verra comment cette idée de la pureté, ces utopies de la pureté, ont, si j'ose dire, fécondé différentes pensées, jusqu'à des modèles qu'on trouve par exemple dans un film comme Bienvenue à Gattaca, où tout le système repose sur un classement génétique. Classement génétique, donc vous savez peut-être que d'ailleurs, il est parfois à l'ordre du jour, c'est-à-dire repéré avec des fichiers. Quatrième type d'utopie, les utopies de la science. L'utopie de la science, la liberté, l'harmonie, la pureté, la science, autrement dit le savoir, avec évidemment le rêve faustien d'un savoir qui est inutile et qui est changé contre une jeunesse, avec avant cela le rêve de tout savoir avec l'art de la connaissance, mais aussi et surtout, parce que là on est sur des modèles fictionnels, à partir de Descartes en particulier, pas seulement une pensée humaniste qui connaîtrait tout, une pensée encyclopédique, comme ce sera à quelle lumière, mais une pensée qui est une pensée qui peut, encore une fois, maîtriser le monde. C'est-à-dire, vraiment, non seulement le connaître, mais comme le dit Descartes dans cette fameuse formule, nous rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire arriver, par, en particulier, les mathématiques, mettre en équation le monde. Et c'est ce qui s'est passé. E égale MC2 est une application, si vous voulez, et c'est E égale MC2 qui permet des applications techniques qui vont voilà, jusqu'au nucléaire, comme vous le savez, ou jusqu'à d'autres types d'effets. Toujours est-il que ce rapport à la science a toute l'ambivalence du pouvoir, puisque le savoir égale pouvoir, d'un côté, toute la maîtrise, et en même temps le fait d'être dépassé par ce pouvoir, tel un apprenti sorcier, qui revient avec aujourd'hui des pensées, par exemple, de la décroissance, qui sont le fait de limiter le développement scientifique parce que c'est dangereux, d'arrêter la croissance, donc, et même des modèles écologiques qui seraient dans une idée de freiner un certain nombre de pratiques. Par exemple, au vu des risques environnementaux, il a été examiné comment est-ce qu'on pourrait enlever l'automobile. Voilà, c'est juste impossible, évidemment, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Simplement, ça aura des conséquences drastiques. Bref, ce sont ces pensées-là de la science et de la, de la critique de la science que nous évoquons, ce type d'utopie-là, jusqu'à un film, Avatar, qui montre précisément comment nature et science peuvent s'articuler. Et enfin, dernier type d'utopie que nous envisageons cette année, les utopies de la machine, et qui sont en fait, sous une autre forme, les utopies de l'humanité. Puisque, qu'est-ce que la machine, en particulier la machine, le robot à ressemblance humaine, sinon la volonté de développer le corps humain, de lui ajouter des prothèses, jusqu'à même peut-être le remplacer ou le dépasser.
évidemment avec les premières figures comme Pygmalion qui crée une statue qui après prend vie, jusqu'au monstre de Frankenstein, jusqu'à des figures plus actuelles du repos qui interrogent la question de la limite de l'humanité et la limite, la puissance, si vous voulez, divine de l'homme. L'homme qui crée comme lui-même aurait été créé par Dieu, lui-même crée ses propres créatures. Qu'est-ce qu'une créature qui crée une créature qui n'est pas parfois génétique? 5 utopies donc, la liberté, l'harmonie, la pureté, la science et la machine, qui nous permettront de dresser une forme de cartographie, une forme de généalogie, et, je l'espère, de sortir d'une idée de la fin de l'histoire pour essayer d'envisager la possibilité d'un avenir. Merci.